Très chers ETT-pécuriennes et ETT-pécuriens, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui puisqu'on va parler d'un de mes films favoris, que dis-je, peut-être le film qui contient mes premiers souvenirs filmiques. Et oui, s'il a déjà quelques années, La folle journée de Ferris Bueller fait partie de cette longue liste de films chers à mes parents, qui se sont évidemment empressés de me le montrer dès que mon âge fut suffisant. Et si, étant petit, je ne saisissais pas totalement la portée du message que le film véhicule, les frissons qui m'ont parcouru durant la scène de la parade de Chicago m'ont marqué à vie et sont encore présents chaque fois que je revois le film. C'est évidemment une fois au lycée que je comprenais tout le propos et toute l'importance que ce métrage avait pour les jeunes de mon âge. Parce que oui, d'une part, j'ai regardé ce film des dizaines de fois, et d'autre part, l'ode à la jeunesse qu'il représente et qu'il incarne est bel et bien intemporelle. Que l'on se comprenne bien, des teen movies, il y en a toujours eu, et j'espère qu'il y en aura toujours. Mais ce film-là particulièrement, c'est LE teen movie par excellence pour moi. Ouais, j'ai pas peur de le dire, parce qu'il parle à toutes les générations. Je veux dire, qui n'a jamais séché les cours ? Eh ben pas moi. Alors évidemment, ça n'a jamais, mais je dis bien jamais, été aussi stylé que la journée de Ferris et ses amis. Non, moi, quand j'ai séché les cours au lycée, c'était principalement pour aller jouer à Guitar Hero chez un copain, ou alors pour aller boire des demi au café du coin. Oui, je vous le dis, même si le film reste intemporel sous bien des aspects, la jeunesse a changé. C'est pour ça que, même si les films de John Hughes ont et continuent d'inspirer des teen movies à l'appel, on va jamais les comparer à des American Pie et autres Sex Academy. De toute façon, moi je pars du principe que les teen movies montrent la jeunesse de leur époque respective. Alors même si les propos sont différents, les objectifs, eux, restent les mêmes. Et puis, c'est vrai que la jeunesse américaine n'est pas la jeunesse française non plus. D'accord. Mais putain, ce film m'a toujours plu. Parce qu'il fait rêver, tout simplement. Et parce qu'il nous dit de vivre des expériences. Et c'est peut-être ça aussi, la vie d'ado et de jeune adulte. Profiter. Attends, j'écris ces lignes et je me rends compte d'un truc. Je me rends compte que le message du film, il est peut-être un poil plus pessimiste finalement que ce que je croyais. En fait, le réalisateur, il nous dit qu'il ne faut pas vivre avec des regrets, qu'il faut oser, qu'il faut voir des choses, vivre la vie et ses expériences, tant qu'on le peut encore. Plus qu'une ode à la jeunesse, c'est finalement une ode à la liberté. Cette liberté qui devient si fragile lorsqu'on est adulte. Et si, plus jeune, je rêvais d'être Ferris Bueller, je suis quand même obligé de constater aujourd'hui, à l'aube de mes 34 ans, que j'étais plus proche d'un Cameron finalement. Oui, Ferris Bueller, c'est le fantasme absolu du jeune homme à qui tout réussit et qui réussit tout. Bien sous tout rapport, avec le monde entier à ses pieds. C'est l'idéal du mec populaire, alors que Cameron, c'est par lui que passent tous les vrais questionnements de l'adolescence. Et c'est super intéressant comme façon de faire. Le personnage principal, qui donne son nom au film, est finalement plus un moyen qu'autre chose. Et ça, pour le jeune adulte que je suis, c'est encore plus parlant. Parce que même adulte, faut continuer de vivre des choses, c'est important. La routine est dangereuse, mais pas inévitable. Même si ça devient difficile, il faut parfois savoir se donner l'élan nécessaire pour réussir à dominer le quotidien. Et c'est ça qui est beau avec ce film. Il arrive à me faire retrouver l'espace d'une petite heure et demie, cette insouciance toujours présente au fond de mon cœur. Alors comme le dit Ferris, n'oubliez jamais, la vie bouge vite, trop vite. Si tu t'arrêtes pas de temps en temps, elle peut te filer entre les doigts. Ne l'oublie pas, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Ouh, c'est un bingo! Mais qu'est-ce que vous voulez que ça me foute vos conneries? Tu me veux, je suis là. Bonjour tout le monde, bonjour Guillaume. Bonjour Bastien, bonjour à tous. Bonjour, c'est encore moi, et oui, Bastien, c'est toujours moi qui lead les épisodes, mais ne vous inquiétez pas, je laisserai la barre, tenir la barre Guillaume à la fin, à la fin non, dans l'épisode suivant de la semaine prochaine. Voilà. En attendant, merci de nous retrouver, d'être avec nous pour cet épisode. Aujourd'hui, on va parler de La folle journée de Ferris Bueller. Ferris Bueller's Day Off, un film sorti le 11 juin 1986 aux États-Unis et le très 10... content visiblement que ça sorte le 11 juin. Et non, c'était juste pour faire un petit suspense sur mais en fait il est pas si récent le film. Non, clairement pas. Et le 10 vas-y cache ta joie, ça promet, je vous le dis. Bon, non mais ça se voit c'est un film des années 80. Ça va, c'est bon, mollo lastico voilà, c'est bon. Et le 17 décembre 86, il est sorti chez nous. C'est un film donc réalisé par John Hughes et là faut qu'on s'arrête un petit peu 2 minutes. Voilà, premier arrêt dans cette intro.
John Hughes, un petit point sur ce grand monsieur. Alors, c'est juste le mec qui a façonné le teen movie moderne, on va dire, à l'américaine. Il faut savoir que le teen movie existait bien avant lui, mais il était souvent assez caricatural, avec des archétypes et des intrigues assez simples. Dans les années 80, cependant, Hughes il va complètement changer ça en écrivant des adolescents comme de vraies personnes, à savoir des personnes imparfaites, contradictoires, parfois drôles, parfois profondément paumées. Il va mélanger comédie et émotion, et surtout, il prend au sérieux, pour la première fois, cette période de la vie où tout semble décisif pour ceux qui la vivent. Avec des films comme The Breakfast Club ou La folle journée de Ferris Bueller, il ne définit pas seulement le teen movie moderne, il influence toute une génération de films et de séries qui vont essayer, chacun à leur manière, de retrouver cet équilibre entre humour et sincérité. Du coup, Hughes, en tant que réalisateur, 16 Candles, The Breakfast Club, Une créature de rêve, Ferris Bueller ou encore Un ticket pour deux. Mais c'est aussi, avant tout, un scénariste ultra présent des années 80 aux années 2000. Il écrit ses propres films. Alors, fun fact, Ferris Bueller a été écrit en... Devine ? Et tu me demandes l'année ? Non, en combien de temps à ton avis ? En combien de temps ? J'en ai pas la moindre idée. 1 semaine. Ah, c'est bien. C'est peu. Quand on voit à quel point le film est devenu culte, c'est presque insultant incroyable pour le métier de scénariste. Mais il s'arrête pas là. Hein. Il écrit aussi les scénarios de Maman, j'ai raté l'avion et de ses suites, Beethoven 1 et 2, Denis la Malice, Flubber ou encore l'adaptation live des 101 Dalmatiens. Et oui, Flubber, classique. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui nous écoutent qui ne connaissent pas Flubber. Je pense que ça a super mal vieilli, mais qu'est-ce que c'était bien. Pourquoi à chaque fois que je parle d'un film d'avant, c'est fou, mais... vous êtes témoins, vous qui nous suivez, à chaque fois que je parle d'un film de notre époque de con avec lequel on a grandi, le mec me sort, je suis sûr que ça a très mal vieilli, mais ce n'est pas grave. Je pense que visuellement, ça doit être affreux maintenant. Je ne l'ai pas revu, je préjuge, mais c'est toi qui es mais affreux quel maintenant. film incroyable. C'est toi qui es affreux maintenant. Ouais, c'est ça, rattrape-toi. Allez. Je suis une vieille personne aigrie désormais. Voilà, tout à fait. Donc, mais alors attention, parce que j'ai encore un truc, tu n'es même pas prêt, et vous non plus. Il a quand même participé au scénario d'un film extraordinaire. J'ai peur. Les Visiteurs en Amérique. Oh waouh. L'adaptation aux côtés de Christian Clavier et Jean-Marie Poiré pour leur adaptation des Visiteurs en Amérique, du coup. Et ça, c'est quand même fou. Mais surtout, je parlais de son influence. Il faut savoir qu'elle est encore très visible aujourd'hui, moi, je trouve. T'as des films comme Easy A avec Emma Stone, Le Monde de Charlie, The Edge of 17 avec Hailey Steinfeld, dont on parlait dans notre épisode sur Sinners, ou encore des films comme Superbad peuvent clairement être vus comme des héritiers du travail de John Hughes. Et même au-delà du teen movie, il a influencé la manière d'écrire les groupes de personnages. Je pense même à des séries télé comme Friends ou I Met, ou évidemment The Big Bang Theory. Et bien sûr, Community, même si ces séries suivent des personnages plus adultes, la façon de les écrire, en tout cas, reste sur la même pente. Bref, c'est un mec qui a laissé des traces un peu partout, à tel point qu'on lui rend encore hommage aujourd'hui. Typiquement, Community lui dédie son premier épisode. Encore une fois, vous voyez, Community, c'est absolument génial. Totalement. Et même dans Sex Academy, que j'ai mentionné dans mon édito, le lycée s'appelle le John Hughes College. Alors, Sex Academy, c'est un cas un peu à part parce que c'est une parodie de teen movie. Oui, mais bon. Mais bon, le fait est que voilà. Et je vous parle même pas de tous les clins d'œil plus ou moins appuyés dans plein d'œuvres modernes. Petite anecdote, le making-of du film La vie scolaire de Grand Corps Malade lui est dédié. Voilà. Très niche comme information. Je suis là pour donner des informations très niches. Et je ne vous parle pas non plus des films comme American Pie, 100 Girls et compagnie, qu'on pourrait voir comme une descendance non assumée. On va dire qu'ils en ont la substance mais pas l'âme des films du bonhomme. C'est bien dit. Voilà, mais mon avis perso, je l'ai un peu dit dans l'édito, c'est que ces films-là, c'est aussi le reflet d'une jeunesse américaine d'une autre époque. Voilà, c'est forcément différent de celle que montrait Hughes. Mais ça, c'est un autre débat. Donc pour l'instant, revenons à notre journée avec Ferris Bueller. Donc c'est un film qui dure 103 minutes, à savoir qu'au départ, il durait quand même 2h45. Ah ouais. C'est fou, hein. J'imagine. J'aimerais bien voir quand même une version longue de ce film, juste pour voir à quoi ça ressemble. Qu'est-ce qu'ils ont pu rajouter ou pas, parce que le film est tellement, se suffit tellement à lui-même. La musique a été composée par Ira Newborn, le chef d'orchestre sur la meilleure comédie musicale de tous les temps, à savoir les Blues Brothers. Il a collaboré plusieurs fois avec Hughes, en plus de... non, excuse-moi, je rigole parce que, encore une fois,
sais, moi j'écris, mais je corrige pas mes fautes d'orthographe. Et du coup, des fois, je découvre des fautes d'orthographe en voyant. C'est-à-dire que là, il a collaboré plusieurs fois avec Hughes en Palus de Ferris Bueller. Bien sûr, ouais. Palus, Mais c'est évidemment. aussi, donc en plus de Ferris Bueller, mais c'est aussi lui à la musique sur pas moins de 3 volets de la saga des Y a-t-il un flic? Oui, je vois ça et ça me fait très plaisir. Voilà, et aussi sur le premier Ace Ventura. Côté musique, le film contient évidemment beaucoup de titres connus en plus des compositions originales de Newborn. Faut savoir que le budget du film était de 5 millions de dollars et il deviendra le 10e plus gros succès de l'année 86 en Amérique du Nord, donc États-Unis plus Canada, avec pas moins de 70 millions, plus de 70 millions engendrés. Et comme pour son auteur, le film est souvent cité, parodié dans pas mal d'œuvres. CF la scène dans Spider-Man Homecoming, où on voit carrément la scène du film à la télévision. Ouais. Et surtout la scène post-générique de Deadpool 1. Voilà. Ah ouais, c'est en référence à ça? Ah bah, tu l'as vu Deadpool 1? Oui, mais j'avais Tu te souviens pas... de la scène post-générique où il est en peignoir? Mais je savais pas que ça faisait quoi, ça. Maintenant que tu le dis, ça me paraît évident, mais je savais pas. Et oui, il faut savoir, quand on a été voir Deadpool à l'époque avec Hello, on a été le voir au Grand Rex et j'étais le seul connard de la salle à faire, quand j'ai vu la scène post-générique, à faire ah comme ça. J'ai même fait vraiment ce bruit. Ah et du coup... Je m'attendais pas à ce bruit. Voilà, et j'étais le seul de la salle, donc ça, je me suis senti frais, mais en même temps un peu gêné. Bref, côté casting maintenant, donc Matthew Broderick incarne le personnage principal, Ferris Bueller. Alors Matthew, c'est le personnage principal du film War Games en 83, mais c'est son rôle de Ferris Bueller qui reste sans doute le plus marquant. Il a aussi joué dans Disjoncté, aux côtés de Jim Carrey en 96, dans le Godzilla de Roland Emmerich, aux côtés de notre Jean Reno national en 99. Mais, et surtout, il a eu le plaisir, que dis-je ? Le L'honneur. privilège d'incarner l'officier John Brown en 99, a.k.a. Inspecteur fucking Gadget, mec, Ah, wow. dans l'adaptation live que j'avais en VHS. Et ça, c'est super beau, quoi. Ah ouais, non. Vous aussi, vous avez tous été traumatisés par la voiture Gadget qui parlait à l'inspecteur Gadget, je le sais. Parce que oui, c'est un film génial, je l'ai pas revu depuis des années, mais je le sais. En tout cas, Broderick a joué dans beaucoup de séries télé, et je vais quand même le mentionner, il a évidemment doublé Simba adulte dans les films du Roi Lion. Ah ouais, je savais Voilà. pas. Bah, je sais, c'est pour ça que je te le dis. Qu'est-ce qu'on apprend comme truc dans ce podcast? Eh ouais, tu devrais prendre exemple sur mes intros, je pense. C'est vrai demander de l'argent au CNC. Tu crois qu'ils savent qu'on existe? Je suis pas sûr. Allez, on y retourne. Alan Ruck maintenant, qui incarne le meilleur ami un poil dépressif de notre héros, donc à savoir Juste un peu. un peu, à savoir Cameron Fry. Alan Ruck, on a pu le voir dans des films comme Twister, 13 à la douzaine ou encore Phénomène. Mais plus récemment, c'est dans la série Succession qu'il s'est illustré en incarnant Connor Roy. Pareil, vous voyez, Succession, c'est absolument génial. On va parler maintenant de Mia Sara, et là, j'ai très très hâte d'y venir. Là, tu n'es pas prêt, elle est pour toi celle-là. Ah voilà. Je l'ai découverte en préparant le film, je n'étais pas au courant de ce que je vais dire. Donc Mia Sara, elle incarne Sloane Peterson, la petite amie de Ferris, et si on la retient pour ce rôle particulièrement, sachez qu'elle a également joué quand même dans le film Time Cop aux côtés de JCVD, mais c'est pas ça le plus important pour Guillaume. J'ai peur pour de ce toi, qu'il va mon dire. ami, sache qu'elle a été la première personne à incarner ni plus ni moins que Harley Quinn, Allez. la première adaptation live du personnage dans la série Birds of Prey de 2002. Oh waouh. Et ça, c'est absolument incroyable. J'ai checké un peu les trailers, mec. Je vous invite et je t'invite à le faire. Alors, c'est un pur produit de son époque. C'est Bah, hallucinant. Le générique, t'as l'impression de regarder un mix entre les films Underworld et le clip Bring Me to Life d'Evanescence. Mais vraiment, c'est merveilleux. Et j'ai trouvé cette anecdote rigolote. Et un petit fun fact, quand même, dans la série en question, on voit apparaître le Joker, mais en flou, dans la scène où il tire sur Barbara Gordon. Ok. Donc il est en fond, on voit juste le pistolet, machin. Et en fait, c'est Mark Hamill qui double l'acteur qui joue le Joker. Bah, évidemment. Et ça, je trouve ça c'est fou, la quoi. classe. Voilà, donc ça, c'est stylé. Ça, c'est la classe. Peut-être le seul point fort de la série, même si je ne l'ai pas vu. Voilà, on va passer au principal du lycée, Edward Rooney, qui est incarné par... Il lève le doigt comme à l'école. Alors, Guillaume, vous me laissez terminer ma phrase. Qui est incarné par Jeffrey Jones. Oui, Guillaume, qu'est-ce qui se passe? Alors, j'ai deux choses. Non, pour revenir à l'actrice précédente, elle a joué dans The Life of Chuck aussi, qui est un film que je n'ai toujours pas vu. Dont on a beaucoup parlé l'an dernier, qui a fait eu un bel écho médiatique. Donc voilà, je le mentionne parce que c'est à mon avis, un film qui mérite d'être vu. C'est un film particulier. Ça, ce qu'il est en train de vous dire, c'est que c'est un film qu'on va sans doute faire dans le podcast. Ouais, j'aimerais bien. Je sais pas du tout ce que t'en penserais, mais j'aimerais bien le voir en plus, donc avec plaisir.
Je te laisse continuer du coup, mon ami. Bien sûr, donc Jeffrey Jones, merci Guillaume de me rendre la parole. Jeffrey Jones, lui a eu des rôles dans Howard le Canard, le film, le premier Beetlejuice, ou encore Stuart Little. Non, parce que pareil, il y a dû avoir une correction, parce que là, le film qui me sort, c'est Selena Hollow, et je pense que je cherche le film avec Johnny Depp. Selena Hollow. Non, tu sais, le film avec Johnny Depp, le cavalier sans tête. Sleepy Hollow. Sleepy Hollow. Donc, merci, merci la correction. Et il a joué dans Dr. Dolittle aussi. Ça. Voilà, mais je vais pas trop m'étaler, Non, car sa carrière est à l'arrêt suite à une affaire de pédophilie. Oui, il a été, Voilà. on peut le dire, il est pas soupçonné, il a été condamné. Il a été condamné parce qu'il s'était pas rendu Voilà. à son procès ou quelque chose comme ça aux États-Unis. Il Exactement. fonctionne d'une certaine manière. Donc voilà. Fin de carrière. Fin de carrière, carrière complètement à l'arrêt. On va quand même mentionner Jennifer Grey qui joue la sœur de Ferris. Jennifer Grey, vous la connaissez sans doute parce qu'il ne faut pas la laisser dans un coin. Oui, c'est bien elle qui incarne Bébé dans Dirty Dancing. Putain, j'avais pas vu venir ça. Je sais bien. Bravo. J'ai bien attendu que tu commences à boire en plus pour C'est le bien sortir. dégueulasse. Ça fait plaisir. C'est scandaleux. Et on a quand même également la présence d'un tout jeune Charlie Sheen qui, pour l'anecdote, est resté éveillé 48 heures pour incarner son personnage de voyou rebelle dans une toute petite scène. Il y a des acteurs qui préparent des rôles pendant des mois, lui il a juste arrêté de dormir. Alors à savoir que il y a quand même plusieurs versions, mais si ça se trouve en fait il a juste fait plusieurs soirées et il est arrivé là parce que ça pourra pour mon personnage de drogué, ça ira très bien. Bon bah Guillaume, qu'est-ce que t'avais comme attente peut-être pour ce film Qu'en as-tu pensé? Ça va être très rapide, c'est peut-être l'épisode le plus court de notre podcast, préparez-vous. Non mais c'est pas ça, c'est que maintenant que t'as fait ton édito et tout, j'ai la pression. Parce que je ne savais pas que c'était un film que t'aimais autant. Alors c'est un film que j'attendais de voir et je vais t'expliquer pourquoi. J'ai eu la chance il y a quelques années d'aller à Chicago et d'y passer un petit peu de temps avec mon cousin et sa femme que j'embrasse, Jérémy et Sarah. En me baladant dans Chicago avec eux, je me souviens leur avoir posé la question d'un point de vue cinéma, c'est quoi les principaux films qu'on rattache à cette ville? Et spontanément, Sarah, qui vit là-bas, enfin dans cette région depuis des années, m'a dit pour nous, le film culte, c'est La folle journée de Ferris Bueller. Donc, j'étais rentré en France en me disant, faut absolument que je vois ce film. Et puis, je l'ai jamais vu parce que j'ai regardé La La Land. J'ai préféré regarder The Batman, Voilà. La La Land, Globalement, et puis La La Land, et puis The Batman. Globalement, c'est à peu près ça. Donc, quand tu as proposé ce film, j'étais super content parce que ça fait vraiment longtemps que j'ai envie de le voir. Que j'avais regardé la bande-annonce en 2018, donc quand je suis allé à Chicago, et je me suis dit, oui, ça va être un film qui va forcément me plaire, quoi. Je me suis... Qu'est-ce que je me suis ennuyé. Oh mais quel vieux mec. Qu'est-ce que je me suis ennuyé. Sortez-moi d'ici. Donc, je vais quand même poser un contexte pour essayer de comprendre le pourquoi du comment. Quand je l'ai vu, je connaissais vaguement le synopsis, mais je connaissais pas le casting, je savais pas qui avait fait ce film-là. Et du coup, là, quand tu as fait ton édito et ce matin avant qu'on enregistre, j'ai été voir un peu ce qu'avait fait ce réal. Et c'est marrant parce que en le voyant, moi, j'ai très bien vu la vibe de Maman, j'ai raté l'avion. Je trouve qu'il y a vraiment des similitudes. Clairement. Et du coup, savoir que c'est le scénariste, voilà. Et c'est vrai qu'en le voyant, je me disais, c'est marrant, ça m'évoque ce film-là, mais en moins bien, quoi. Et surtout avec une génération avec laquelle, selon moi, ça marche moins bien. Mais voilà, donc j'ai regardé ce film, et avec vraiment, je vous prie de croire, une immense envie. Et le film avançait, je me suis dit, allez, ça va se décanter, ça va se décanter. Et non, ce film n'a pas du tout marché sur moi. Vraiment, j'ai trouvé ça... Alors, quand tu me dis que la base devait durer 2h45, Dieu merci, il n'a pas duré 2h45. Mais taisez-vous, c'est pas possible. Au secours. Non, voilà, je suis désolé. Je rentre chez moi. On me laisse pas parler ici, c'est scandaleux. Vas-y. Non, mais en fait, je comprends vraiment ce qui est le message. Et en plus, je suis d'accord avec tout ce que tu dis sur le film. C'est-à-dire, je vois ce que ça veut raconter, je vois comment ça veut le raconter. J'entends ce que tu dis. Mais je peux pas te dire. Vraiment, je me suis ennuyé, quoi. J'ai trouvé ça long, j'ai trouvé pas ça très drôle, j'ai trouvé que c'était le fait de briser le quatrième mur. Je trouve que c'est pas. C'est là, on sait pas pourquoi et ça sert à rien. Tu vois, on a parlé de Malcolm il y a pas longtemps.
Malcolm, je trouve que la manière dont il se sert de briser le quatrième mur et la manière dont c'est incorporé, je trouve que ça fonctionne dans la mécanique. Là, dans ce film-là, je trouve pas du tout. Quoi. Mais c'est la même chose. oui, mais je trouve que là, ça fonctionne pas. Mais pourquoi Je sais pas. Je trouve que ça sert à rien. Et je trouve que ça ne en plus, le personnage de Ferris Bueller, moi, je le trouve pas du tout attachant. Je l'ai pas du tout. Je l'aime pas ce personnage-là. Enfin, je le trouve assez antipathique. Donc du coup, j'ai pas spécialement envie j'arrive pas à être content pour lui qui passe une bonne journée. Voilà, basiquement. Et puis, voilà, vous voyez la tête qu'il fait. Il y a tellement de jugement dans son regard. Mon pauvre garçon. Il y a tellement une remise en cause de toute notre amitié. Oh non, mais changer de témoin, je vous le dis. Non, mais c'est vrai que c'est pas la première fois, mais ça fait partie de ces films pour lesquels j'avais un très très bon a priori, parce que c'est le genre de film que j'aime généralement. Mais voilà, je me suis vraiment vraiment ennuyé et j'ai trouvé ça infini, quoi. Oh là. Et du coup, en plus, j'arrive au générique de fin. Et je vais toujours au bout des génériques par principe parce que. Mais là, vraiment, choix, là. dans ma tête, je me suis dit, bon, voilà, c'est fini, quoi. Et là, je scène post-générique et j'ai dit, putain, mais ça suffit, il faut que ça s'arrête, quoi. Mais va voir ailleurs si j'y suis, mais c'est pas vrai. Va regarder The Batman, là, voilà, va te palucher devant La La Land. Non, mais n'importe quoi. On essaye d'ouvrir son champ des connaissances, et là, il est là, il fait, j'ai passé un très mauvais moment. Mais non, j'ai pas dit que j'avais passé un affront, j'ai dit que j'ai trouvé ça. Non, mais j'ai dit que je me suis ennuyé. Mais vraiment, premier degré, je me suis ennuyé. Et du coup, je suis si déçu. Je savais pas que c'était un de tes films préférés. Je suis donc trop je m'étais déçu. dit, bon, je vais dire que j'ai pas trop aimé, et puis ça va, voilà, et puis ça va passer. Je vais et laisser là, Bastien quand t'as fait l'édito, j'ai eu une petite sueur froide. Je me suis dit, ah merde, là, on va vraiment pas être d'accord. Donc finalement, on va peut-être avoir plus de choses à dire sur cet épisode que prévu. Mais voilà. Bon, du coup, toi, je vais te laisser compenser et dire pourquoi ce film est si bien. Mais non, mais là vraiment, là, j'ai plus les mots. En plus, j'ai la pression parce qu'il faut que je défende le film. J'étais sûr qu'il allait aimer cet imbécile et pas du tout. Ouais, bois de l'eau, t'as raison. Après avoir dit autant de bêtises, tu dois t'assécher la gorge. On n'en peut plus de ce type, on n'en peut plus. Voilà, j'espère que tu vas t'étouffer avec la bouteille de merde. Là. Voilà, oui, je dis des gros mots. J'en ai rien à faire. Il m'a énervé. Ça va être l'épisode le plus violent. Ah non, mais c'est pas possible. Mais comment on peut dire des choses pareilles ? Je me suis fait chier devant Ferris Bueller. Mais mec, elle est où ton adolescence, ta liberté, ta nostalgie ? C'est où ? C'est absolument merveilleux. Bah, j'ai pas trouvé. Mais mec, c'est pas possible. Non, mais voilà, alors moi, c'est un film que j'adore, effectivement. Voilà, je suis très content de le faire j'étais très content de le faire dans ce podcast. Moi, c'est un film qui, voilà, je suis pas très au-delà de ce que le film raconte. C'est un film que j'ai vu assez jeune, assez petit, notamment voilà, je le disais, la scène de la parade. C'est un film qui me plaît par tout ce qu'il raconte, par tout ce qu'il montre sur comment il le fait. Cette vibe Maman j'ai raté l'avion. Alors encore une fois, je l'avais dit dans l'épisode de Noël, moi les Maman j'ai raté l'avion, je ne les ai pas vus. Moi c'est Maman je m'occupe des méchants, qu'il a également scénarisé, si je dis pas de bêtises. Oui. John Hughes. Donc du coup c'est un film qui me plaisait parce que justement il y avait cette vibe là que toi aussi t'as ressenti, même si c'était en moins bien de ton côté. Et je sais pas, il est tellement feel good ce film. Et puis là, en le revoyant maintenant, aujourd'hui, comme je l'ai dit aussi dans l'édito, je trouve que effectivement, le personnage de Ferris Bueller est absolument antipathique. Moi, tout le film, là, en le revoyant, j'étais en mode, mais putain, mais quel petit bâtard quand même. Mais tellement. C'est pas possible. Et tout le monde lui mange dans la main, ce mec, c'est horrible. Et tu te mets un peu du côté du principal et c'est un peu l'antagoniste du film finalement. Tu vois, il devrait pas réussir. Oui, pas. Totalement. Et voilà. Et en fait, non. Ce qui est important, ce qui est intéressant, c'est ce que montre le personnage de Cameron, en fait. Je pense que c'est ça que j'essayais d'expliquer, c'est que le film, en fait, le personnage de Ferris Bueller n'est qu'un moyen de mettre en avant, je pense, tout un pan de quand tu arrives à l'âge adulte, quand tu quittes justement ce moment de l'adolescence. Et ça, on le voit avec le personnage de Cameron, notamment. Et moi, j'ai trouvé ça super. Moi, je trouve que c'est un film qui te fait souffler, quoi. Mais dans le bon sens, c'est genre, t'es en mode, ah là là, mais je lâche tout le lest. Il dure 1h30. Et puis, il y a des moments très, très forts. On va revenir dans les scènes marquantes, mais je pense que là, va pas y en avoir beaucoup de ton côté. Mais voilà, et puis c'est un film drôle. Moi, personnellement, c'est un film qui m'a encore fait rire. Là, j'ai regardé hier soir, j'étais mort de rire à certains moments. Je le trouve génial. Vraiment, je le trouve génial. C'est un film qui me fait quelque chose, qui m'émeut d'une certaine manière, qui me renvoie un peu à... qui me fait rêver, ouais, qui me renvoie à ce que j'ai pas pu faire dans ma jeunesse à moi.
Et parce qu'on n'a pas Chicago à côté de chez nous, hein, désolé, mais voilà. Mais non, mais je veux dire, au-delà de ça, c'est... J'ai pas trouvé ça long, quoi. Les 1h30, tu les vois pas passer. Puis en plus, je trouve que le film, il peut se targuer d'avoir un style visuel aussi, quand même, tu vois. Une patte, une identité. Il est pas générique, justement, comme tous les teen movies qu'on suivi et qui l'a fortement influencé. Le fait qu'il s'adresse directement, qu'il brise le 4e mur, ça avait jamais été fait de cette manière à l'époque. Et moi, je trouve ça super fort. Tu vois, tu parlais de Malcolm, tu trouves que ça marche mieux dans Malcolm. Je suis pas sûr qu'on aurait eu Malcolm s'il n'y avait pas eu Ferris Bueller à ce niveau-là. Ah oui, mais je ne renie pas l'impact non, bien que sûr. ça a eu. Non, mais c'est juste pour faire le mec, genre faire une phrase un peu toute faite parce que tu m'as gavé. Mais mais voilà. Il a vraiment été énervé pendant 3 jours. Mais voilà, non, mais là, surtout qu'avant, entre les 2 enregistrements d'épisodes, le mec me dit, je lui dis, bon, on va peut-être faire Breaking Bad l'année prochaine. Il me fait, ouais, bah faut que je vois les saisons, quoi. Oui. Voilà. Non, oui, Bastien, ta gueule, on va le faire. Donc voilà, allez, il est gentil, il est mignon, casse ton micro, ça t'apprendra. Donc du coup, voilà, on n'en peut plus. Donc non, moi je trouve que le fait qu'il s'adresse à toi directement, c'est marrant, quoi. Ça marche bien, et puis c'est... Ouais, ça transmet vraiment le message de se dire, mais en fait, les gars, ouais, effectivement, il faut profiter. Alors c'est peut-être très facile, très candide, très bas de plafond d'une certaine manière, mais moi je trouve que ça marche, et voilà, moi c'est le genre de film que j'aime, et donc j'étais très content vraiment d'en parler. Je vais quand même dire un truc, c'est que positif. Oui, bien sûr. Oh, yes. C'est que ton édito et la manière dont on parle, en fait je comprends parfaitement ça. Ça fait partie des films que je regrette de pas aimer. Tu vois, je trouve pas, c'est pas intrinsèquement un mauvais film, mais vraiment moi j'ai trouvé, et je te dis, j'ai le point de comparaison avec Maman, j'ai raté l'avion. Il se trouve que moi je les ai vus très tard aussi, ces films-là. Je crois que je l'ai vu pour la première fois il y a 2 ans ou 3 ans, le premier. Et j'ai vraiment adoré ça. J'ai trouvé que c'était vraiment bien. Et je le dirais dans mes scènes préférées, mais moi ma scène préférée de ce film-là, c'est vraiment sans doute celle qui ressemble le plus à Maman, j'ai raté l'avion. Mais je sais pas comment t'expliquer. Je trouve que, en fait, tu l'as dit, il est antipathique, le personnage. J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui sonne un peu faux dans ce que ça raconte. Et du coup, là où Maman, j'ai raté l'avion, je trouve que ça fonctionne par rapport à ce que raconte le film et le point de vue depuis lequel il est raconté, en l'occurrence le point de vue d'un enfant pour la majeure partie des scènes. Là, je trouve que ça marche moins bien. Il y a vraiment des trucs où je me dis, bah là, ouais, bon, ok, je comprends qu'ils veuillent faire ça, mais ouais, j'ai le sentiment que ça se transforme pas, en fait, qu'il y a quelque chose qui passe pas entre la volonté, ce que ça raconte et la manière dont ça le fait. Et je répète, moi ça me fait chier de pas aimer ce film-là, mais en plus j'étais comme toi, moi j'étais sûr que j'allais adorer ça. Et vraiment, j'étais convaincu que ça allait me plaire, quoi. Donc voilà, je n'en dirai pas plus, parce que vraiment il va me taper, mais dans pas longtemps. Non, pas de violence. C'est les vacances. Eh ben non, justement, donc il pourrait y en avoir, mais bon, c'est pas grave, on va dire que non. Non, mais j'entends ce que tu dis, même si j'ai du mal à l'accepter. Mais voilà. Ouais, moi, c'est toujours un peu le problème avec les films avec lesquels tu as grandi. C'est des films qui sont importants pour toi, pas forcément pour les autres. Il faut accepter ça, Bastien. Non, mais là, je pense que la critique est globalement d'accord avec toi. Que c'est un très bon film. Ouais, je veux dire, le film, il a gardé. Je te dis, c'est un film qui est très. En fait, là, tu vois, en le revoyant, je me suis dit, c'est un film. De la même manière que je me suis dit, putain, The Drama, c'est un film que t'aurais. J'étais sûr que c'est un film que t'aurais aimé écrire. Oui. Moi, tu vois, ce film-là, c'est un film que j'aurais aimé écrire. Ok. Alors, attention, j'ai aucune légitimité à dire ça, mais j'aurais vraiment aimé me dire, putain, je peux. Ouais, je comprends. J'aurais vraiment aimé l'écrire, ce truc-là. Donc voilà. Après, ouais, je sais pas. Ce film, il dégage un truc, moi, qui me fait plaisir, quoi. Non, mais on va avoir l'occasion d'en parler, justement. J'espère bien. Bon, qu'est-ce que ça raconte ? Eh ben, vas-y, de quoi ça parle ? Donc, La folle journée de Ferris Bueller raconte donc la folle journée de Ferris Bueller. Non, nul à chier. On arrête tout de suite. Ça nous présente le personnage de Ferris Bueller, qui est un lycéen extrêmement populaire qui décide un matin de sécher les cours pour profiter d'une journée parfaite avant la fin de l'année scolaire. Pour ça, il simule une maladie avec un talent assez impressionnant et réussit à convaincre absolument tout le monde de sa maladie, sauf le principal du lycée, Edward Rooney, qui est persuadé depuis longtemps que Ferris manipule tout son entourage. Ferris décide alors d'embarquer dans sa journée sa petite amie Sloane Peterson ainsi que son meilleur ami Cameron Fry, qui est lui tout l'inverse de Ferris, à savoir très anxieux, très réservé, complètement terrorisé par son père.
Ils ont l'air d'avoir un père assez toxique d'ailleurs dans sa famille, même si on ne le voit jamais. Et après avoir convaincu Cameron, Ferris lui fait en plus emprunter la Ferrari ultra rare de son père. Une Ferrari, je l'avais noté, une Ferrari GT60, je sais plus exactement. Tu connais les noms des trucs? Ouais, mais parce qu'il y a des petites anecdotes sympas. C'est une Ferrari, pardon, pas GT60, ça n'existe pas, une fameuse Ferrari 250 GT California Spider de 1961. Mais qui était dans le film en fait une réplique appelée Modena GT Spider California. Non mais c'est intéressant parce que à savoir que John Hughes voulait au départ utiliser le vrai véhicule, mais la voiture était déjà extrêmement rare, hein, il le mentionne dans le film, qu'il y en a très peu, il y en a moins de 20, il y en a moins, je crois qu'ils disent même une dizaine en circulation, et surtout elle était hors de prix pour ce qu'il comptait en faire. Aujourd'hui, une vraie 250 GT California, ça vaut facilement plus de 10 à 15 millions de dollars, pour vous donner une idée. Hein. On était dans les années 80, donc c'était un peu moins cher, mais en tout cas la valeur n'était pas la même qu'aujourd'hui, mais quand même. Il y a 3 voitures qui ont été construites pour le film. La production a utilisé plusieurs répliques fonctionnelles. Et la voiture qui traverse la vitre à la fin, oui, je m'avance un peu, c'est même pas une vraie voiture complète, c'est essentiellement une coque en fibre de verre conçue pour exploser joliment. Voilà. Et donc les répliques ont été spécialement fabriquées pour le film. Et petit fun fact, quand John Hughes a appelé l'entreprise donc Moderna Design and Development pour commander les voitures, le patron lui a raccroché au nez pensant que c'était une blague. C'est marrant. Voilà. Et surtout, Ferrari a fini par poursuivre les fabricants des répliques parce qu'après le succès du film, en fait, ils n'ont pas vraiment apprécié de voir circuler des copies aussi convaincantes de leur voiture mythique. Résultat, ils ont engagé des poursuites. L'affaire s'est réglée à l'amiable avec quelques modifications imposées sur les répliques. Voilà, il y a même une des répliques qui a été construite avec une transmission automatique parce que Matthew Broderick, le personnage principal, n'était pas à l'aise avec les boîtes manuelles. C'est génial. Ce qui est assez paradoxal quand on pense au fantasme du mec classe qui sait tout faire, qu'il incarne dans le film. Oui, alors après, aux États-Unis, on conduit essentiellement de l'automatique depuis très longtemps. Hein, Allez, vas-y, tiens, prends ça, Bastien, ça t'apprendra. Non, mais ça m'étonne moins que ça. Oui, un Américain a ce problème. C'est vrai. Donc voilà, ils empruntent cette fameuse Ferrari qui provoque évidemment et immédiatement une énorme source de stress chez notre ami Cameron. Les 3 amis partent ensuite passer la journée à Chicago et enchaînent les activités. Juste avant, ils récupèrent Sloane au lycée en faisant croire que sa grand-mère est morte. Ils vont donc déjeuner tout d'abord dans un restaurant chic où Ferris se fait passer pour quelqu'un d'autre afin d'obtenir une table. Ils assistent à un match de baseball, ils visitent la ville. Ils passent notamment par un musée où Cameron semble de plus en plus perdu dans ses pensées. Pendant ce temps-là, Rooney, lui, il est totalement obsédé par l'idée de coincer Ferris Bueller et il commence à le traquer un peu partout jusqu'à chez lui, ce qui donne lieu à plusieurs scènes assez absurdes où tout se retourne systématiquement contre lui. Clairement, ouais. Et en parallèle, on a Ginny, la sœur de Ferris, du coup, qui vit très mal le fait que son frère semble pouvoir faire absolument tout ce qu'il veut sans jamais subir aucune conséquence. Clairement. Au milieu du film arrive peut-être la scène la plus célèbre, donc Ferris va monter sur un char pendant une grande parade dans les rues de Chicago et se mettre à danser sur les musiques Donkation et Twist and Shoot. Twist and Shoot. Oh waouh. À nouveau, on a affaire au correcteur orthographique démoniaque. Mais non, c'est mon accent de mouise là. Twist and Shout, devant une foule immense. Alors j'ai 2 petits fun facts concernant la parade. Donc concernant la musique Donkation, tu l'as regardé en VO ou en VF le film ? En VO. À savoir que le réal en fait détestait cette musique parce que c'est une musique qui date des années 50, 60 je crois, et qu'il l'entendait partout lorsqu'il était lui-même au lycée et notamment en cours d'allemand. Et dans le film en fait on a plusieurs persos qui la fredonnent ou la chantent à tour de rôle à différents moments. Alors ça montre effectivement le fait que Ferris, au-delà de ce qu'on voit un peu partout, genre tout le monde a l'air de le connaître et d'être désolé pour lui et sa maladie que tout le monde croit réelle, mais en plus ça montre qu'il envahit vraiment tout le monde juste avec les musiques, etc. Donc c'est assez rigolo. Je comprends l'idée. Voilà, ok. Et du coup, non, c'est surtout parce que la scène de la parade a été assez compliquée un peu à tourner. Je suis en train de chercher l'anecdote. Je me suis posé la question en voyant s'ils avaient tourné vraiment le jour de la parade et ils avaient eu des autorisations ou s'ils avaient reconstitué, parce que c'est pour le coup visuellement c'est assez impressionnant. Bien foutu. Ouais, bien sûr. En fait, la scène de la parade, elle est quasiment devenue une légende, elle toute seule. Elle a été tournée de manière beaucoup plus réelle que ce qu'on pourrait croire. C'était une vraie parade de Chicago. C'était la Von Steuben Day Parade en 85. Donc une grande partie de la foule qu'on voit est réelle, les réactions sont réelles la plupart et l'énergie gigantesque de la scène est réelle évidemment elle aussi.
Donc ils ont littéralement injecté le personnage dans un truc réel, quoi. Je trouve ça assez fou. Elle a été tournée avec plusieurs caméras cachées apparemment pour capter des réactions authentiques. Et Matthew Broderick, à savoir qu'il était assez terrorisé. Il n'était pas du tout à l'aise de chanter et danser devant des milliers de personnes. Ah bon. Plus tard, il a expliqué qu'il était extrêmement nerveux avant la scène. Ça se voit pas trop, du coup, mais lui était vraiment paniqué intérieurement. Il l'a bien géré. Hein. Il l'a bien géré, ouais. Et ils ont choisi la musique Twist and Shoot. Là, je l'ai fait exprès. Des Beatles, parce qu'ils voulaient une chanson immédiatement reconnaissable et capable de faire réagir une foule entière, une chanson presque transgénérationnelle. Résultat, la scène fonctionne encore aujourd'hui parce qu'elle ne dépend pas uniquement des années 80. Parce qu'ils ont choisi une musique vraiment qui traverse un peu le temps, qui est intemporelle. Tac, est-ce que j'ai autre chose sur ça? Non, je crois pas. Non, c'est bon. C'est bon. C'est bien. Non, je pensais avoir noté autre chose, mais non, c'est bon. Donc bref, il fait tout ça. Donc toute la ville finit, comme je le disais, par danser avec lui pendant que Cameron et Sloane assistent au spectacle complètement fascinés. Mais après cette parenthèse parfaite, les trois amis rentrent finalement chez Cameron et découvrent que la Ferrari a parcouru beaucoup plus de kilomètres que prévu. En fait, quand ils ont sorti la Ferrari, Cameron a dit à Ferris ouais, mais mon père, il regarde le kilométrage. Et il dit, mais c'est pas grave, on roulera en marche arrière pour faire baisser le kilométrage. C'est très intelligent. Et en fait, quand ils ont donné la voiture dans un parking, le mec qui leur a pris la bagnole, en fait, est allé s'éclater toute la journée. Avec et a fait des centaines de kilomètres du coup. Ouais, et puis il a sauté avec la voiture et tout. Il y a des plans incroyables. Oui, avec la musique de Star Wars. Ça, c'est très drôle. Et du coup, là, c'est le choc. Ferris et Cameron, Cameron va être dans un état terrifiant. Finalement, va se reprendre et ils vont tenter de faire tourner le compteur en marche arrière en laissant la voiture rouler à vide, en la soulevant un peu. Sauf que ça ne marche pas. Et Cameron, voyant que la technique justement ne marche pas, rejette toute cette frustration qu'il a envers son père sur la voiture en la tapant, en la faisant finalement basculer jusqu'à ce qu'elle traverse la baie vitrée de la maison avant de s'écraser dans le vide. Parce qu'il vit dans une espèce de forêt, dans une maison un peu d'architecte. Ouais, ils ont une maison incroyable. Hein. Qui a l'air. Ils disent que c'est un musée en fait, la maison à un moment totalement. donné. En tout cas, c'est un musée de bagnoles, c'est sûr. C'est sûr, il y en a énormément qui sont. Et étrangement, c'est à ce moment-là que Cameron change complètement d'attitude, puisqu'il passe tout le film à avoir peur des conséquences. Et là, il décide finalement d'assumer ce qui s'est passé et d'affronter enfin son papa. Et pendant ce temps, Ferris réalise qu'il est déjà 18h, je dois rentrer chez moi avant mes parents pour ne pas me faire démasquer. Je vais m'arrêter là. Guillaume, quelle est ta scène préférée? Quelle est ta scène marquante dans ce film nul et embêtant et ennuyant? Et vraiment, mais je ne comprends pas qu'on soit encore en train d'en parler. Comment tu déformes les propos? C'est scandaleux. Je me croyais sur BFM. Non, j'ai pas dit ça, monsieur. Non, vraiment la scène où j'ai le plus ri, c'est la scène où Rooney essaye de rentrer dans la maison avec le chien. Ça, vraiment, ça m'a beaucoup fait rire parce que là, pour le coup, c'est vraiment la vibe de Maman, j'ai raté l'avion. C'est-à-dire qu'il y a tout un truc de il se casse la gueule avec ses chaussures, il en met partout, il rentre, mais finalement, le chien lui court après. Il finit par rentrer dans la baraque en suivant la sœur de Ferris qui finalement tombe sur lui, appelle la police. Enfin, en même temps, on enlève sa bagnole avec la fourrière et tout. Vraiment, il n'y a rien qui va. Cet arc-là sur lui, je le trouve génial parce que il est vraiment, parce qu'au fond, il a raison. Et il n'arrive jamais à prouver qu'il a raison. Et moi, j'adore ce truc du personnage qui essaye de faire un truc en permanence avec des bonnes raisons, pour le coup, parce qu'au fond, encore une fois, c'est lui qui est dans le vrai, mais qui n'arrive jamais et qui, plus il essaye, moins il est crédible et plus il passe pour un idiot. Le climax de ce truc étant quand il monte dans le bus avec tous ses étudiants. Absolument. Où il rentre, il a le pantalon déchiré devant, derrière, il a de la boue partout, il a la gueule en sang et tout. Et il passe vraiment pour un loser complet devant. Et tout le monde est choqué. Exactement. Alors le regarde. Encore une fois, c'est lui qui a raison, quoi. Je veux dire, il fait rien de. Bon, il est un peu excessif, mais c'est sur le fond, il sait que l'autre lui ment. Et j'ai vraiment aimé tout ce segment-là. En plus, il est fait de manière. À partir du moment où il arrive à la maison, ça c'est étalé entre. Il y a des scènes entre. Il y a plusieurs petits actes. Exactement. Donc ça, c'est vraiment ce que j'ai préféré moi dans le film. Ça m'a fait rire pour le coup. Et voilà, c'est essentiellement ces passages-là que je retiens du film. Et toi, du coup, mon cher ami? Oh, la tête qui fait, le jugement. Très bien. Le jugement. Toujours. Non, moi, les deux scènes que je retiens le plus, moi, c'est la scène du musée, que je trouve magnifique. Déjà. Je trouve qu'elle... je saurais pas dire parce que je suis
je veux pas faire le mec, hein, je suis pas amateur d'art contemporain ou pas, je suis pas amateur d'art pictural, les tableaux, tous ces trucs-là, j'ai tendance un peu à m'en foutre un peu. Mais cette scène-là me bouleverse à chaque fois. Voilà, tout simplement. Comme quoi il en faut peu, parce qu'elle est presque anecdotique dans tout ce qui se passe pendant le film. En tout cas, c'est ce qu'on pourrait croire. Pour vous la décrire rapidement, en fait, c'est une succession de plans fixes de différents tableaux du musée, avec une petite mise en scène des personnages devant. Ils sont chacun devant 3 tableaux différents et on les voit de loin. Après, on voit le tableau en question. Et puis, en fait, ça se finit par un moment donné où c'est Cameron, le personnage de Cameron qui est face à un tableau très connu. En plus, j'ai oublié le nom de ce tableau. Un tableau très connu, mais je me demande s'il n'est pas français d'ailleurs, ce tableau. J'ai un doute. Je vais te le trouver. Vas-y, trouve. Et pourquoi ? Je sais pas. Et et en fait, voilà. Et en fait, il va y avoir une succession de plans de Cameron face à ce tableau, de plus en plus rapprochés sur sa tête et sur le visage d'une petite fille dans le tableau. Et c'est la scène. Le tableau, c'est un pique-nique, mais il est super connu ce tableau. Il y a même le tableau que tu as, toi. Oui, tout à fait. Le tableau du bar, là, qui est très connu absolument, aussi. d'Edward Hopper. Absolument. Dans ce musée. Donc voilà, en fait, on sent que Cameron se dilue presque lui-même, en fait, face à ce tableau et remet vraiment en question toute sa vie. Et je trouve que c'est très simple comme idée, mais c'est une idée qui fonctionne et qui permet peut-être de faire comprendre ce que l'art, avec un grand A, pas forcément que les tableaux, mais ce que l'art peut véhiculer comme émotion, parce que c'est juste un tableau d'un pique-nique. Et moi, c'est vrai que c'est un truc auquel je ne suis pas du tout réceptif, mais quand je vois cette scène, je suis béat. Et puis alors la musique en plus en fond est magnifique. Donc non, vraiment, c'est cette scène-là que je retiens à chaque fois du film. Et à chaque fois, je la comprends d'une autre manière, et à chaque fois, elle me touche autant. Donc il y a cette scène-là, et puis évidemment, pour contrebalancer cet axe un peu émotionnel, pour moi, c'est la scène de la parade, qui est la scène culte du film, mais qui est, je parlais de frissons la première fois que je l'ai vu, ils sont toujours présents autant d'années après. Je trouve ça fou. Je trouve ça fou ce qu'ils ont fait, et je trouve ça... C'est une déclaration d'amour peut-être pas à la liberté, mais à la vie. Et à l'insouciance. À l'insouciance, à la vie. Et puis, voilà, parce que il sèche les cours. Apparemment, on comprend que c'est pas la première fois, mais c'est surtout qu'en fait, il le fait parce que l'année d'après, ils vont trouver ils vont être à la fac, ils vont plus voir, ils vont machin. Donc en fait, cette journée, il l'organise presque plus pour Cameron que pour lui, ou en tout cas autant l'un et l'autre. Et je sais pas, tu te dis, putain, imagine toi si on avait pu faire une dernière journée avant qu'on passe chacun c'est clair. Parce qu'en plus, on n'a pas du tout été dans les mêmes écoles, les mêmes études, etc. Et de se dire, putain, on se prend une journée et on fait que ce qu'on veut. On se fait kiffer, tu vois, et moi je trouve ça magnifique. Voilà, c'est beau, c'est l'amitié, c'est l'amour, c'est la bromance. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus ? Voilà, et puis plus globalement, tout le film est génial et chaque scène est extraordinaire, n'en déplaise à certaines personnes. Alors pour le tableau, c'est un dimanche après-midi à Lille de la Grande Jatte, et c'est effectivement un tableau français de Georges Seurat, qui a été peint entre 1884 et 1886 et qui représente une île qui se situe sur la Seine. Au niveau de Levallois-Perret. Voilà. C'est ça. Mais je Guillaume comprends... Epédia, merci beaucoup. Bien sûr, là, clairement, j'ai été chercher l'info, je le connaissais pas. Non, mais clairement, je comprends totalement ce que tu dis, et c'est vrai, c'est un pan important du film. En fait, lui, il n'a pas besoin de cette journée-là. Par contre, cette journée va changer surtout la vie de Cameron, et c'est en ça que le voyage, finalement, il est intéressant plus pour Cameron que pour lui. Et même si tu as déjà parlé de ça tout à l'heure, la scène de la voiture à la fin va marquer son changement. Et c'est vrai que la scène dans le musée, c'est le twist, on va dire, pour lui. C'est le début de sa transformation. Et si je dois citer une autre scène que j'ai trouvée plutôt amusante. En fait, c'est marrant parce que moi, je pense que c'est peut-être aussi pour ça que le film a moins marché. J'avais plus en tête un aspect comédie. C'est-à-dire que c'est surtout à ça que je m'attendais. Ouais, bien sûr. Donc c'est plutôt ça que je retiens. Tu vois, par exemple, la scène du restaurant, quand ils essayent de s'incruster à table et qu'on ne veut pas, et qu'il arrive
en servant des téléphones à faire croire que si c'est bien lui le gars qui a réservé, ça me fait plutôt marrer, tu vois. Ouais, bien sûr. En fait, c'est surtout ces éléments-là, moi, qui marchent. Et peut-être que, en y réfléchissant là, à mesure qu'on fait le podcast, ce qui fait que ça n'a pas pris sur moi, c'est peut-être aussi le montage. Je trouve que l'alternance de séquences justement un peu plus profondes comme celle du musée et de comédie, peut-être que ça fonctionne. En tout cas pour moi, je trouve que ça fonctionne pas très bien. Je trouve ça manque un peu de lien en fait. J'ai parfois eu le sentiment de passer d'un truc à l'autre sans vraiment comprendre pourquoi. Tu vois, j'aurais bien aimé par exemple. Enfin, j'aurais bien aimé. J'aurais trouvé ça intéressant. Ils disent on va à tel endroit parce que on a un souvenir dans cet endroit commun tous les trois. On est déjà allé, on a déjà fait. Tu vois, peut-être que du coup moi ça m'aurait plus mis dans le mood de autre chose que de la comédie. Je pense que je l'ai vraiment moi reçu d'abord comme une comédie et c'est peut-être pour ça que ça n'a pas eu l'effet que ça a pu avoir sur toi et sur tout un tas de gens, parce que je pense que la majorité des gens ont plutôt ton avis. Oui, après c'est pas parce que tout le monde a un avis comme ça qu'il est universel, même si j'aime bien t'emmerder sur le fait que t'as pas aimé le film, ça me déçoit, mais en soi voilà, on a tous le droit de faire des erreurs. Alors comment ça se termine ? Comment ça se termine ? Juste parce que je viens de voir qu'en fait c'est le Art Institute of Chicago, le musée. Tout à fait. Voilà, je cherchais le nom tout à l'heure. Comment ça se termine ? Du coup Ferris veut rentrer chez lui. S'ensuit alors une immense course contre la montre à travers les rues, les jardins et les maisons du quartier. Donc scène reprise, je le disais tout à l'heure dans Spider-Man Homecoming. Et les maisons du quartier pour réussir à rentrer à temps pendant que Rooney essaye encore désespérément de le coincer. Finalement, et alors, en plus, ça je l'ai pas dit, mais en parallèle, sa sœur, donc qui a appelé les flics, a été emmenée au commissariat pour canular. Là, elle rencontre donc le fameux notre jeune Charlie Sheen, un petit junkie qui lui dit mais en fait, faut que tu arrêtes de te prendre la tête sur ton frère, pense à toi. Et tout à fait. Et c'est très drôle parce qu'il lui dit je connais quelqu'un à qui tu devrais parler. Et elle lui dit si tu dis Ferris Bueller, je te détruis. Et genre il fait mais tu le connais ? Oui, je le connais et j'en peux plus de lui. Non, c'est vrai que cet aspect-là de moi je faire trouve ça croire à un moment donné, elle sort dans la rue, il y a un ballon sauver Ferris. Oui, c'est ça. Il y a des gens qui font une quête, il faut qu'on sauve Ferris Bueller, ils vont lui changer le rein. Il y a même une manchette dans un journal à un moment. Oui, en fait le père lit c'est pareil, il y a beaucoup, je l'ai pas dit, mais il y a beaucoup de moments où en fait il est à ça de se faire choper et même son père ses parents ça leur viennent jamais à l'idée de se dire mais non, ils se foutent de nous. Son père il est débile. C'est incroyable, mais c'est un petit running gag, ça marche trop bien. Pour le coup, je trouve que ça, au-delà du running gag, ça dénonce aussi un truc, c'est que le père, ça raconte aussi un peu l'éducation. C'est-à-dire, la mère, elle, non pas qu'elle doute, mais elle cherche quand même un peu à savoir. Le père, il y a quand même des séquences, notamment quand il court, il est à côté de lui, il le regarde, il le reconnaît pas, quoi. C'est vraiment genre le père nul. Quand il rentre à la maison, il dit à sa femme, il dit mais j'ai l'impression d'avoir vu Ferris partout aujourd'hui. Et donc, bref, donc du coup voilà. Et quand ils partent du commissariat, la mère et la fille, en fait, j'ai redit beaucoup de fois en fait. Attention, Jacques va m'en vouloir. J'essaye de soigner ça, c'est pas facile. Du coup, en fait, merde, c'est trop dur, putain, quelle horreur. On va être bloqué là-dessus. Non, je vais y arriver. Est-ce que quelqu'un dans les commentaires peut les compter, s'il vous plaît? Ainsi, la sœur de Ferris le croise en fait en train de fuir et essaye d'arriver avant lui et donc elle tape la meilleure accélération de sa. J'ai redit en fait c'est ça. Oh putain. Tu l'as dit vraiment seconde une. Oh quel enfer. C'est trop dur mais je déteste cet aspect. J'ai l'impression de ne pas savoir parler, d'avoir aucun lien dans mes phrases. C'est terrifiant. Oui. Donc finalement, qu'en est-il? Petit con. T'as pas aimé le film, j'ai aucun ordre à recevoir de toi. Aucun conseil. Du coup, en fait, finalement, et ainsi que le Ferris arrive finalement dans sa maison, ne trouve pas la clé pour rentrer qui était sous le paillasson puisque Rooney l'a pris. Ouais. Et du coup, lui dit bon bah c'est, je t'ai enfin chopé. Jane, la sœur de Ferris, ouvre la porte et dit ah merci monsieur Rooney de l'avoir ramené, on se demandait où il était passé parce qu'il faut pas qu'il rentre de l'hôpital tout seul, donc en fait elle se met de son côté. J'ai redit en fait. Et c'est très difficile. Et elle le sauve, elle montre le portefeuille que le proviseur avait oublié, qui était tombé de son pantalon troué, etc. Et donc on comprend que là elle lui dit bah t'as rien à dire parce que de toute façon tu t'es incrusté chez nous quoi. Oui, puis elle a appelé les flics donc elle peut très bien dire voilà j'ai trouvé les papiers du gars et c'est mort quoi. Donc elle lui balance là-bas, il se barre, Rooney finit donc humilié et tout le monde croit toujours que Ferris était malade toute la journée.
Et ça se termine comme ça, avec une petite scène générique où il nous dit mais vous êtes encore là ? Allez, rentrez chez vous, c'est fini le film, faut partir. Exactement. Et donc voilà. Non, mais encore une fois, je comprends ce que tu expliques et le fait que beaucoup de gens l'aient ressenti comme ça. Moi, je suis passé à côté, mais j'ai bien aimé le personnage de sa sœur, qui est à la fois agacée et à la fois elle l'aime quand même. Enfin, c'est sa sœur, quoi. Donc ils ont une relation un peu marrante, et le fait qu'au dernier moment, elle le sauve, parce qu'elle pourrait très bien le laisser dehors. Et dans ces cas-là, prouver à ses parents que c'est un menteur. Au monde entier, en fait. Ce qui est génial, c'est que ses parents finissent par rentrer dans la chambre, et lui, il a eu le temps de se mettre dedans avec une balle de baseball. Il a éteint le meilleur fusil de Tchekhov, la balle de baseball, puisqu'on le voit la rattraper au match. Exactement. Et donc, il arrive à éteindre le ronflement, et ses parents arrivent, et il refait le mec, oh là là, je suis pas bien, mais faut vraiment me laisser aller à l'école. Il le joue tellement bien en plus, il est insupportable. Mais clairement, t'as envie de lui mettre des claques. Mais vraiment. Ça marche bien. Encore une fois, lui, son personnage, il est insupportable, mais c'est voulu. Non, donc bien sûr. Ça marche super bien. Mais il est insup, quoi. Tout le long du film, t'as envie de lui mettre des tartes. Et voilà. Mais en même temps, il y a toute une partie du film où je me dis, mais j'aurais tellement aimé avoir un pote comme ça, quoi. Ouais, mais bien sûr, parce que c'est un peu, tu veux que je te dise, allez, vas-y, tant pis, je passe le pas. Je sais ce que tu vas dire. C'est le Barney de l'époque. Oui. C'est exactement le personnage de Barney dans How I Met Your Mother, où en fait tu te dis, bah ouais, mais pourquoi je suis pote avec Barney, c'est un gros con, mais en fait. Mais finalement, c'est grâce à lui que je vis tout ça, puisque c'est lui qui me bouge le cul. En réalité, il t'oblige à sortir de ta zone de confort. Il va chercher, parce qu'il le menace au début, Cameron. Il dit, tu viens pas, on se parle plus. Enfin, il y a tout un build-up pour le faire venir, parce que lui, encore une fois, il est en dépression, il a pas envie, et on sent que lui, c'est pas du tout un leader, c'est un suiveur. Et finalement, ça permet, tu l'as dit, de faire que ça soit ce personnage-là qui se révèle. Ferris, à la fin, il a réussi, il a sa meuf, tout va bien avec elle. Elle dit d'ailleurs à la fin, c'est aussi un autre fils de Tchekhov, je vais me marier avec lui, parce qu'au tout début du film, il lui dit qu'il va la demander en mariage. Et c'est vrai que ça fonctionne bien. Et puis le personnage de Cameron, même si on voit pas son père, on imagine que c'est le moment où il va couper le cordon définitivement et dire allez, c'est bon, je me casse et maintenant je vis ma vie sans toi, quoi. Donc non, ça fonctionne. Je reconnais que ça fonctionne. Absolument. Donc voilà, si tu n'as rien à rajouter, on peut conclure. Non. Eh ben, écoutez, merci de nous avoir suivis encore une fois, comme d'habitude. J'espère que cet épisode vous aura quand même plu. Et bien sûr. C'est vrai que c'est pas souvent qu'on fait des films de cette époque. Non, en tout cas, moins qu'avant. J'ai l'impression on va plus sur des films récents. On a fait beaucoup de films récents cette saison, c'est vrai. Donc, ça fait toujours plaisir de parler d'anciens films, et surtout des films avec lesquels on a grandi. En tout cas. Chacun son tour, du coup. Mais là, en l'occurrence, c'était mon tour, et du coup, ça m'a fait vraiment plaisir même s'il n'a pas aimé, de lui faire enfin voir ce film. Qu'il aimera dans quelques années, parce qu'il va le revoir et il va dire en fait j'ai peut-être été un peu trop sévère, il va m'envoyer un message, je vais dire c'est trop tard, le mal est fait. C'est tout à fait possible. Non, et comme l'a dit Bastien la semaine dernière, proposez-nous aussi des films si vous avez envie qu'on parle de certains films. On se fera un plaisir. On essaye d'avoir un panel le plus large possible. On fait des films effectivement plus ou moins récents, pas toujours quand même. On a fait quelques films qui datent un peu. On fait parfois des films qui sont au cinéma au moment où on fait les podcasts, mais vous avez compris que l'essence de ce podcast, c'est pas forcément de faire des choses nouvelles. On a envie de parler juste de films qui nous ont marqués, en bien ou en mal. Donc on va continuer à le faire, mais proposez-nous des films si vous avez des idées, évidemment. Absolument. En tout cas, en attendant, merci d'avoir été avec nous et rester, comme d'habitude, à nous suivre et à nous... Voilà, sur Instagram. À partager, n'hésitez pas à partager. Le bouche à oreille, nous fait énormément de bien. Exactement, c'est comme ça qu'on grandit. Donc on compte sur vous pour partager, ça nous aide vraiment beaucoup. Voilà. Merci Bastien. Merci Guillaume. Merci à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Et rendez-vous à bientôt. Dimanche à 18h. Ciao. Ne passerez pas. Je reviendrai. Tu étais l'élu, c'était toi. À la boulette. Je vous emmerde. Je rentre à mon maison. D'accord, faisons comme ça.